La bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer plein d'expériences réparatrices plus tard dans la vie, travailler avec son système nerveux et construire une résilience énorme. Et là, je pèse mes mots. On a encore plus de résilience que les autres personnes quand on a guéri ces traumatismes. Donc c'est un long travail qui demande beaucoup d'engagement envers soi, et ça, je ne cesserai de le répéter. Mais il y a aussi beaucoup de potentiel et de bonnes nouvelles là-dedans. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode de Pas de soucis. Dans cet épisode, je vais te parler de mes vacances d'été, et je vais utiliser cet exemple pour parler des paliers de guérison. Honnêtement, je ne sais pas si c'est un concept qui existe déjà, donc je vais vraiment te parler depuis un angle d'observation empirique, de ma propre expérience, depuis ce que j'observe chez moi et chez les personnes que j'accompagne. Je vais mettre un peu de science là-dedans aussi, parce que tu commences à me connaître. J'aime bien faire du lien. Donc, cet été, j'étais dans les Pouilles, une superbe région d'Italie, d'ailleurs, que je te conseille. Le soleil brille, l'eau est digne des Caraïbes, c'est magnifique. Donc tout va bien, je suis dans les Pouilles, sauf que moi, je ne sais pas prendre de vacances. Depuis que j'ai arrêté les colonies de vacances quand j'avais 17 ans, j'ai plus pris de vraies vacances, sauf peut-être l'été, pendant mes études, mais sinon, il y avait toujours des partiels, des examens. Arrivé en Master 2, j'ai monté ma première entreprise, donc ça a été fini à partir de là, même l'été. Donc l'état d'esprit, quand je vais en vacances, c'est de s'épuiser avant, pour tout terminer, de vivre 48 heures de relâchement, où c'est un peu moins intense, et puis tranquillement de me remettre sur l'ordinateur au moins 3 à 4 heures par jour, parce que sinon, c'est la panique à l'intérieur de moi. Ça, c'était comme ça que ça se passait toutes les années d'avant. Mais cette année, j'avais pas envie de ça, et c'était intéressant d'ailleurs à observer. C'était intéressant de voir que le conflit intérieur était hyper clair. Il y a des parts de moi qui voulaient tout faire, que tout soit terminé, qui voulaient tout faire comme avant, finalement, et finir tout mon travail, tout ce que j'avais à faire, avec vraiment ce truc de on peut pas se reposer tant que tout n'est pas terminé. Sauf que quand on est entrepreneur, ça ne s'arrête jamais. Mais on n'a jamais terminé, en fait. Et je pouvais sentir vraiment une autre équipe de part de moi à l'intérieur qui voulait juste chiller et avoir des vraies vacances. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce que d'habitude, cette équipe de part qui veut chiller et juste avoir des vraies vacances, elle était ou absente, je sais pas, peut-être qu'elle était absente, ou tellement cachée, réprimée par l'autre équipe qui veut faire tout le travail que je l'entendais même pas. Donc je prends cette situation comme exemple pour illustrer les paliers de guérison, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Par exemple, je veux arrêter d'être dans l'alimentation émotionnelle. Je veux arrêter de trop manger en quantité. Je veux avoir un rapport apaisé à l'activité physique. Je veux arrêter d'en mettre tout le temps trop sur mes épaules et de me mettre moi-même dans un stress chronique constant. Je veux arrêter de sauver tout le monde et d'être toujours la sauveuse dans ma famille. Je veux arrêter de m'imaginer toujours des scénarios catastrophes, etc., etc. Tout ça, ce sont des exemples qui ont été des chantiers, pour moi aussi, et dans chacun de ces chantiers, il y a eu des paliers. Et à chaque palier, il y a eu de la résistance. Donc, je vais continuer avec mon exemple des vacances, mais peut-être en m'écoutant, pense toi aussi à ton ou tes chantiers du moment et à quel palier tu es. Ou si tu sens que tu es à un palier, que tu es comme si tu devais passer un peu au prochain niveau et que tu sens qu'il y a de la résistance. Peut-être que c'est, je suis dans l'alimentation émotionnelle, je sais que ça me permet d'anesthésier, de ne pas ressentir dans le moment, j'ai pris conscience de plein de choses et ça va mieux, mais j'en suis toujours là et je fais face à une résistance énorme et je sens que j'ai vraiment un niveau à franchir, là, une marche à gravir, je suis à un palier. Donc moi, si je reprends mes vacances, pendant ces vacances, j'avais vraiment ce sentiment de fuir, littéralement, de fuir l'agréable, de fuir le bon. En anglais, on dit goodness, c'est cette bonté, tout ce qui est bon, tout ce qui fait du bien.
C'était la première semaine depuis des années d'entrepreneuriat où j'avais pas touché l'ordinateur pendant 48 heures. Pendant 48 heures d'affilée, attention. J'avais réussi, où je m'étais autorisée aussi à aller dans un endroit en vacances, où on allait cuisiner pour moi, où j'allais vraiment avoir rien d'autre à faire que de me détendre. Et j'étais dans cette agitation intérieure. On s'est disputé presque chaque jour avec mon mari, pas longtemps à chaque fois, mais quand même, je notais que c'était là, et que cette tension, elle était là, et ça venait de moi. Je dois être très sincère avec ça. Donc je notais ça. Et puis, j'ai fait le lien avec tout ce que j'avais travaillé dans les semaines précédentes. J'avais traversé des grosses couches de honte toxique les mois, les semaines d'avant, et j'avais eu vraiment cette réalisation que j'ai grandi dans la peur. Avant, c'était très mental, je le savais. Oui, papa faisait des crises de colère, de rage souvent, il y avait énormément de violence verbale, dans les mauvais jours, il y avait de la violence physique aussi. Je le savais, je l'avais réalisé, je l'avais accepté, ce qui était déjà une grosse étape pour moi parce que pendant des années, j'avais énormément de parts protectrices qui étaient là et qui excusaient mon père à cause de sa maladie. Voilà, pour finalement m'empêcher de moi aller voir tout ce qu'il y a à voir à l'intérieur de moi, pour m'empêcher de faire ce travail. Mais c'était encore très cérébral, tout ça. Et dans les derniers mois, je sens que ça descend dans le corps. Je vais parler au présent parce que c'est encore work in progress, ça. Je sens que ça descend dans le corps. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai eu tous les symptômes de quand j'étais enfant. J'ai refait des crises d'asthme, alors que j'en avais pas fait depuis 15 ans, j'en avais pas fait une en 15 ans. J'ai eu de l'eczéma très sévère. J'ai fait aussi en même temps un protocole anti-candida en nutrithérapie, donc ça a participé, mais il y avait vraiment tout en même temps. Et j'avais des flashs, des images de l'enfance qui me revenaient régulièrement et je pouvais vraiment sentir au niveau physique la peur. Quand j'étais dans un moment de calme, je pouvais sentir, là, il y a mon corps qui s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de mauvais. Et c'était la première fois où, ça y est, je pouvais le sentir dans le corps, ça. Avant, je le savais au niveau de la tête, mais là, je le ressentais dans ma physiologie. Donc cette réalisation, cette énorme réalisation dans le corps, que tous les systèmes de mon organisme portent l'impact du trauma. Parce qu'il faut se rendre compte que quand on grandit dans un environnement où il y a du stress, des tensions, de la peur, où on ne peut pas être soi-même, l'enfant, en tant qu'organisme qui se développe, avec pas encore toutes les fonctions corticales d'ailleurs développées, il va retenir tout ça dans le corps. Il va avoir une mémoire somatique du trauma et de l'adversité qui l'entoure. Et ce trauma, il a le potentiel de mettre un terme très tôt au bon développement de ces systèmes. Et on se retrouve avec une physiologie impactée par le trauma vraiment dès le début et des gènes qui sont activés et qui n'auraient pas dû être activés. Et du coup, on a des personnes, nous voilà, avec des personnes prédisposées aux maladies cardiovasculaires, prédisposées aux maladies auto-immunes, à l'anxiété, etc. Et cette physiologie du trauma, elle nous rend beaucoup plus fragiles ensuite aux autres traumas plus tard dans la vie. Avec le trauma développemental, vraiment, tout se développe dans le cadre du trauma, comme si tout se développait sur une fondation traumatique. Il faut vraiment s'imaginer ça. Les fondations, elles sont déjà déformées, pas optimales à la base, dès le début. Et il y a eu de l'imagerie là-dessus, il y a des études qui ont montré que les enfants exposés au trauma développemental, ils ont un cerveau plus petit à l'adolescence, et il y a des parties du cerveau, comme l'amygdale et l'hippocampe, dont la taille et les fonctions sont affectées aussi. Donc c'est vraiment un impact hyper profond. Et dans les fonctions et dans la structure même de parties de notre cerveau. C'est juste énorme. Et donc viennent ces questions. Qui sait si j'aurais eu de l'eczéma, le même que ma mère d'ailleurs, si j'avais grandi dans un environnement sûr? Mon intuition, c'est que je l'aurais pas eu. Je pourrais jamais le savoir, mais mon intuition, c'est que non. La bonne nouvelle là-dedans, parce que ça peut paraître très dramatique et sans espoir et très sombre quand on commence à parler de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer plein d'expériences réparatrices plus tard dans la vie, travailler avec son système nerveux et construire une résilience énorme. Et là, je pèse mes mots. On a encore plus de résilience que les autres personnes quand on a guéri ces traumatismes. Donc c'est un long travail qui demande beaucoup d'engagement envers soi, et ça je ne cesserai de le répéter, mais il y a aussi beaucoup de potentiel et de bonnes nouvelles là-dedans.
Et quand je dis qu'il y a des bonnes nouvelles, je tiens vraiment à préciser parce qu'il ne faut pas mal le comprendre, ça, et je veux être très bien comprise là-dessus. Je ne suis pas en train de dire le trauma nous rend plus forts. Non, le trauma nous fragilise, absolument, absolument. Par contre, le travail qu'on va faire avec notre système nerveux, le travail qu'on va faire sur nos traumas pour transmuter, pour libérer, pour relâcher, ça peut nous donner une résilience énorme. Donc je reviens à mes paliers de guérison. Donc j'avais eu toutes ces réalisations, ça travaillait beaucoup à l'intérieur de moi et ça m'a permis aussi de faire du lien et de dire mais vraiment, j'ai jamais connu un environnement sans stress. Au début, c'était le stress de l'adversité dans la maison. Ensuite, c'était le stress académique avec les études parce qu'évidemment, puisque je baignais dans la honte toxique, ma vie n'était que recherche de la performance. Donc après le bac, j'ai candidaté au seul programme de droit qui tenait compte justement des résultats du bac, donc j'étais à fond jusqu'au bac alors que tout le monde se détendait parce que c'était bon, il n'y avait que les bulletins du premier et du deuxième trimestre qui comptaient. Donc c'était un programme où ils prenaient que 12 étudiants dans toute l'Europe par an. J'ai été acceptée et là on suivit 4 années de travail acharné pour valider mes années dans un triple cursus entre droit français, droit allemand et droit anglais. Quand je repense à ça, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Et puis ensuite, tous les doutes et la décision de me diriger vers l'entrepreneuriat et de donner une réponse à ma recherche de sens, avec la création de ma première entreprise alors que j'étais encore en Master 2, j'étais encore à l'université. Le travail acharné pour cette entreprise, avec un emploi à mi-temps à côté parce qu'il fallait bien que je me finance. Et donc là, c'est le stress chronique qui a pris le relais à cette période-là. Et puis ensuite vient la réalisation que c'était pas le bon chemin, la liquidation judiciaire, les dettes, le changement de direction sans transition vers une nouvelle formation, vers le coaching de santé, et puis la décision de me spécialiser dans le système nerveux et l'anxiété, et vraiment de me donner corps et âme à ce sujet qui a été aussi source de beaucoup de guérison pour moi, et qui a trouvé beaucoup de résonance chez les personnes qui me lisent à travers mes posts, qui écoutent le podcast. Ça a été aussi travailler de longues heures pour étudier, accompagner en coaching individuel, mettre les enseignements des formations et des coachings individuels dans un programme. Et me voilà, pour la première fois, en 2023, avec 10 jours un peu plus légers, et je ne sais pas quoi faire de moi. Et cette fois, pour la première fois, je peux sentir dans mon corps que ma physiologie, elle a jamais connu un environnement sans danger. Sans personne à la maison qui peut exploser à tout moment, sans compte bancaire désespérément vide et qui se remplit pas, sans deadline que je me suis posée à moi-même de façon complètement irréaliste et qui me mettent toujours dans des situations d'urgence. Et je sens ma physiologie tellement mal à l'aise avec ça, tellement mal à l'aise avec l'absence de stress, avec juste du temps, du vide, du calme, de la beauté, de l'agréable, tellement mal à l'aise avec ça. Et je sens ma critique intérieure pointer le bout de son nez et me dire « T'es dans un endroit magnifique et t'es même pas capable de décrocher pendant 2 jours, de décrocher vraiment. » Et je sens la part désespérée de moi qui arrive et qui me dit plus ou moins la même chose, mais pas du tout sur le même ton, avec une tristesse immense, une grande impuissance, un désespoir palpable, avec vraiment un truc comme tout ça pour ça. Donc je sens tout ça à l'intérieur de moi, et je veux expliquer un petit peu ici. Donc je vais expliquer pourquoi ça. Reprenons la personne qui grandit dans un environnement où elle ne peut pas être elle-même. Et il n'y a même pas besoin qu'il y ait de violence. Ça peut juste entre guillemets, mais ça peut juste être ne pas être autorisé à exprimer ses émotions. Ne te mets pas en colère, c'est pas beau. Ne pleure pas, ou alors tu peux pleurer mais tu peux pas te mettre en colère. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ça comme ça, etc. Comme dit John Bradshaw, une famille, on doit marcher sur des œufs en permanence. Et d'ailleurs de façon consciente ou inconsciente, parce que l'enfant, pour rester protégé et en sécurité, il va s'adapter de façon inconsciente très très tôt à son environnement. Donc ça peut être ce scénario-là, cette famille où je peux pas être moi-même, et ça peut être bien sûr un environnement où il y a de la violence verbale, physique, des agressions physiques, sexuelles. Donc il y a cette toxicité parce que l'enfant, il peut pas être lui-même. Et en même temps, il y a cette sécurité. Parce qu'il a un toit sur la tête, on s'occupe de lui, on l'emmène à la danse, au basket, etc. Donc là, il y a cette confusion. La toxicité, elle est collée à la sécurité. C'est un seul morceau, comme un package.
Et donc on avance, si on avance dans le temps, on se retrouve à l'âge adulte, peut-être j'ai une vie que j'aime, une belle relation, peut-être des enfants, un animal de compagnie, j'aime mon lieu de vie, même peut-être j'aime mon activité, etc. Et là, on va faire quelque chose de stupide. On a tout ça, et on va faire quelque chose de stupide. On prend une mauvaise décision financière et on s'endette. On part en vacances et on déclenche des disputes avec son partenaire en permanence. Coucou Camille. On dit quelque chose qu'on pense pas à quelqu'un alors qu'on veut pas blesser la personne, mais ça sort et on sait même pas comment, pourquoi ça sort et qui abîme sérieusement la relation. Peut-être on néglige sa santé alors qu'on sait qu'on doit en prendre soin, etc., etc. Comme s'il y avait cette force à l'intérieur là qui nous faisait faire ces choses qui nous sabotent en fait, finalement. Et là voilà, à mesure que je parle, peut-être que tu penses à toutes les choses que tu fais pour te saboter. Alors je l'ai déjà dit, l'auto-sabotage c'est de l'autoprotection, mais ici je vais utiliser le terme saboter pour désigner tout ce qui nous éloigne de ce qu'on sait être bon pour nous et de ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Je vais l'utiliser dans ce sens-là, ce mot. Alors la question c'est pourquoi est-ce que je ferais ça ? Toutes ces choses qui en fait me ramènent dans cet environnement toxique alors que je sais que les choses qui me sont arrivées très tôt dans ma vie, elles n'étaient pas bonnes pour moi. Il y a des chances qu'on n'ait pas fait la connexion entre les deux. Et qu'on pense qu'en gros ça vient de notre comportement. Souvent les personnes, elles pensent qu'il y a quelque chose qui va pas chez elles, genre mentalement. Et donc, elles pensent que voilà, elles doivent s'améliorer, améliorer leur comportement. Il faut devenir sérieux. Hein. Il faut que je trouve quelqu'un pour me motiver, pour me mettre au sport. Il faut que je télécharge cette application avec des menus là pour manger mieux. Il faut que je m'achète un nouvel agenda, une meilleure to-do list. Je dois essayer une autre modalité de thérapie parce que certainement que celle-là c'est pas la bonne. Il faut que je fasse cette formation, ce cours en ligne, etc., etc. C'est ce que vous voyez qui se passe au Nouvel An. Il y a toutes ces personnes qui prennent toutes ces résolutions tournées vers l'extérieur, et généralement ça dure pas longtemps, justement parce que c'est tourné vers l'extérieur, et on n'a pas fait une pause pour aller à l'intérieur et se demander, ok, mais pourquoi est-ce que tout ça, prendre soin de ma santé, faire du sport, prendre soin des relations qui sont nourrissantes pour moi, etc., pourquoi j'arrive pas à le faire naturellement ? Et ça va s'expliquer. Si on revient à notre soupe toxique, à l'environnement plein d'adversité, à ce stress élevé, c'est tout ce qu'on connaît. Et donc, notre système, il est littéralement câblé pour ça. Il est beaucoup plus câblé pour ça que pour la fluidité, l'aise, la facilité à suivre son intuition, etc. Et donc, la vie est belle, il y a plein de bonnes choses qui nous arrivent, des choses qui nous font avancer vers ce qu'on veut pour nous-mêmes, les choses sont fluides, et il y a des parts de nous qui disent « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous, on est câblés comme ça. On n'est pas câblés comme ça. Donc, il faut que tu fuis ça. Littéralement. Et donc, on va faire quelque chose pour saboter. Et souvent de façon complètement inconsciente. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome, automatique. Et donc, il va comme nous ramener dans cet aquarium toxique, dans cette soupe-là toxique. Et si on n'en a pas conscience, ça va être très difficile de créer quelque chose d'autre. C'est l'histoire du poisson qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. L'eau ? C'est quoi l'eau ? Les poissons, ils sont tellement entourés d'eau que ça leur est impossible de la voir. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'eau. Ils ne peuvent pas la voir tant qu'ils n'ont pas sauté hors de l'eau. Et nous, on est tellement dans notre dérégulation qu'on ne sait pas qu'il y a une autre eau, claire, avec des belles petites vagues de régulation, une belle eau qui existe. Donc si tu veux faire ce travail de changer de direction, changer le chemin, ce travail de connecter ton esprit, ton corps, ton environnement, amener de la conscience, ça va être la première étape hyper importante. Et ce qu'on ne veut pas oublier là-dedans, c'est vraiment, j'ai bien dit, corps, esprit, environnement. On ne veut pas oublier de travailler avec l'environnement, parce que c'est de là que venait la toxicité, que venait l'adversité. Donc si on veut inverser les choses, on doit travailler avec l'environnement, dans l'ici et maintenant, pour que notre système il puisse se sentir en sécurité et dire vraiment « Ah, c'est ça la sécurité ». Juste avant de tourner l'épisode de podcast, là ce midi, j'en ai encore fait l'expérience de ça. J'étais toute seule ce midi. Et voilà, j'ai mangé dehors, dans la nature, et tout était calme. Et j'ai commencé à sentir l'inconfort à l'intérieur de moi. Cette physiologie-là dont je parlais tout à l'heure, qui littéralement disait, mais ressentait, en fait, me faisait ressentir, il y a quelque chose qui va arriver. Et donc là, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai ramené un peu de respiration et je me suis orientée.
Je me suis orientée, je me suis rappelée, on est en septembre, en 2023, voilà, il n'y a personne qui va arriver, il n'y a personne qui va crier. Je me suis vraiment rappelé ça cognitivement et je me suis orientée dans l'environnement, vers la nature autour de moi. J'ai vraiment utilisé l'environnement pour me ramener. Et ce qu'on fait quand on fait ça, au niveau un peu plus scientifique, c'est littéralement modifier notre cerveau, la façon dont nos voies neuronales sont câblées. Ici, on vient exploiter le pouvoir de la neuroplasticité quand on fait ça. Et on vient utiliser la neuroplasticité à notre avantage. Il y a une masterclass complète sur la neuroplasticité dans Arise, parce que c'est vraiment important, ça, de comprendre. Et moi, j'aime bien même m'imaginer tous ces câblages de mon cerveau qui commencent à changer quand je fais ce travail. La neuroplasticité, qu'on appelle aussi plasticité cérébrale, c'est cette capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales et à faire disparaître celles qui sont désuètes parce qu'elles ne sont pas utilisées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Et c'est ça qui permet au cerveau, littéralement, de réorganiser sa structure et ses fonctions en réponse aux expériences, à nos apprentissages et aux changements dans l'environnement. L'illustration de la neuroplasticité, c'est par exemple apprendre à jouer du piano, ça devient comme une seconde nature, après je sais, mes mains elles savent quoi faire. Apprendre une nouvelle langue, si je veux apprendre l'allemand, l'espagnol, l'italien, j'en sais rien. À un moment après, quand on parle cette langue, moi ça m'a fait ça avec l'italien, je me disais mais comment est-ce que j'ai pu à un moment donné ne pas parler l'italien ou ne pas comprendre ? C'est devenu une seconde nature en fait, parce que tous les câblages neuronaux maintenant ils sont faits, ils sont là. Ça marche dans un sens et ça marche aussi dans l'autre sens. Si on pratique pas cette langue étrangère ou si on pratique pas le piano pendant plein d'années, pendant de nombreuses années, eh ben on va oublier et on va se remettre sur le piano et ce sera plus du tout aussi fluide que quand on pratiquait régulièrement. Ça, c'est l'élagage synaptique. Donc l'image, c'est vraiment celle d'un chemin de forêt. Moi, j'aime bien utiliser cette image-là. Un chemin de randonnée qui est sans cesse emprunté par les randonneurs. Voilà, ce chemin-là, il est facile, il est tracé. Ça, c'est nos voies neuronales existantes. Et puis, on veut prendre une nouvelle habitude. Par exemple, voilà, quand je suis dans le calme, quand j'ai le temps, je veux que ça devienne une seconde nature de pouvoir être dans le calme aussi et me sentir en sécurité à l'intérieur de moi. Et pour ça, il faut que je trace une nouvelle voie neuronale. Et donc, je vais aller dans un endroit de la forêt où il n'y a pas de chemin. Donc, il y a des ronces, il y a des branches. Donc, au début, ça va être laborieux, mais plus j'emprunte ce chemin, plus je vais écraser l'herbe et les branches et les ronces, et le chemin, il sera tracé, et après, ce sera super facile pour moi d'emprunter ce chemin. Et l'ancien chemin, que du coup je n'emprunte plus, sur l'ancien chemin, la nature va reprendre ses droits et cet ancien chemin, il va disparaître. Ça, c'est la neuroplasticité. Il faut bien comprendre que la neuroplasticité, c'est un phénomène qui est ni bon ni mauvais en soi. La neuroplasticité, elle est. Point. C'est ça qui fait que nos mauvaises habitudes se renforcent et c'est aussi ce même phénomène qui fait que nos bonnes habitudes, à un moment donné, deviennent une seconde nature et qu'on n'a même plus besoin d'y penser. Donc au début, ça va me demander beaucoup d'énergie, c'est ce que je disais, parce qu'on va emprunter ce bout de forêt où il n'y a pas encore de chemin, mais à un moment donné, le chemin, il est tracé, et je vais être capable de rester dans le calme et de sentir le calme aussi à l'intérieur de moi, de rester avec ce qui est bon pour moi et même de l'apprécier, d'être dans cette relation où il y a de l'harmonie et où c'est pas le chaos constant, d'apprécier le beau. Tout ça, ça va être possible, et même ça va devenir une seconde nature, ça va devenir qui je suis. C'est ça, le pouvoir absolument transformationnel de la neuroplasticité. Et pour faire ça, pour tracer ce chemin, le chemin vers ça, c'est d'interrompre ce qu'on appelle les trauma loops, les boucles traumatiques. Les boucles traumatiques, c'est ces chemins de pensée, ces schémas de pensée, d'émotions, de réactions vers lesquels on va systématiquement. C'est un peu, c'est même pas des chemins, c'est même nos autoroutes en fait. Il m'arrive ça, je réagis comme ça. Ça, c'est vraiment cette boucle. Et donc, pour se libérer de cette boucle, ce qu'on veut, c'est vraiment presque retraiter, reclasser l'information et reclasser l'information du stimulus comme étant safe, en fait. Dans mon cas, si je reprends l'histoire des vacances, montrer à mon système que le calme et le vide, qui serait le stimuli dans ce cas-là, ça paraît un peu peut-être bizarre de dire que le calme et le vide sont un stimulus, mais c'est le cas. Voilà, montrer à mon système, retraiter l'information en disant « Ok, c'est pas dangereux », comme ce que j'ai fait là au déjeuner il y a quelques heures. Et ce qu'on veut faire pour ça, c'est augmenter la conscience, ça c'est vraiment la première étape, et puis vraiment comprendre que l'inconfort, c'est pas synonyme de danger. Et accepter qu'on peut rester un peu plus longtemps dans l'inconfort. Et pour ça, c'est important
d'avoir les concepts, que ça va être inconfortable au début. Et que oui, pour une autre personne, ça va être facile, voire agréable de passer en mode vacances. Mais pour moi, c'est inconnu, c'est bizarre, c'est super inconfortable et je vais devoir vraiment être présente à mon système et faire appel à mes outils, maintenant nombreux, tous ces outils, c'est ce qu'on apprend dans Arise, pour ramener de la régulation, changer ma réponse et créer et renforcer la nouvelle voie neuronale que je veux qui devienne le nouveau chemin que j'emprunte, l'autoroute même, c'est d'être à l'aise avec le ralentissement, le calme, m'autoriser à apprécier les bonnes choses que je crée pour moi-même. Voilà, donc si tu es en train de faire ce travail en ce moment, si tu te sens un peu au pied d'une marche et que tu sens qu'il y a une marche à gravir, là que tu es à un palier de guérison, qu'il y a de la résistance, je te laisse avec ces points, je résume. Donc, premier point, amener de la conscience sur les façons dont tu te sabotes, de façon consciente ou inconsciente, donc des façons dont tu fuis le bon pour toi, c'est dans ce sens-là, hein, saboter, dont tu fuis la bonne santé, le bon, l'agréable, etc. Tu fuis ce que tu veux pour toi-même, en fait. Donc, amener de la conscience sur les façons dont tu fuis ce que tu veux pour toi-même, je vais plutôt le dire comme ça. Amener de la conscience dans les moments où tu sens que tu plonges à nouveau dans l'aquarium toxique, ou que tu es en train d'y aller. Te ramener vers les choses bonnes pour toi en ayant conscience que ce sera sûrement inconfortable au début. Ça, c'est vraiment important, parce que sinon, tu vas te demander si tu es en train de faire les choses bien ou pas. Te rappeler qu'inconfort égale inconfort, c'est tout. Inconfort n'est pas égal à danger. Ça, c'est vraiment important. L'inconfort, c'est de l'inconfort, c'est tout. Ok, c'est pas très confortable. Mais ça veut pas dire que je suis en danger. Je m'oriente, je vais vers mes ressources, j'utilise mes outils et je me ramène. Et fais ça encore et encore jusqu'à ce qu'une nouvelle voie neuronale soit créée. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Et quand tu fais ça, tu recables littéralement ton système. Donc c'est titanesque comme travail, il faut bien réaliser ça, c'est énorme ce que tu es en train de faire. Et tu peux le faire par petits bouts. Et c'est vraiment la façon safe, la façon sûre de le faire, c'est par petits bouts qui s'accumulent jusqu'à une vraie transformation. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à écrire quelque part tous les endroits où tu sens de la résistance, où tu sens que tu as un palier à passer. Amène de la conscience là-dessus. Reste connecté à ton corps et à ton environnement et partage cet épisode aux personnes que tu connais qui en auraient besoin. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pas de soucis.